regard. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, mais rares prennent des positions. Qui a été les principaux intermédiaires? nombreux font des jugements, Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, du lundi au vendredi à 8h, simultanément sur Watt FM et Twi TV. Rediffusion 22h30 sur Twi TV et 22h sur Watt FM. Twi TV, la télé interactive. Dans un monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous, car il détruit les défenses immunitaires de sa victime. Jacques Attali. Stabilité en cette journée du 21 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, un rendez-vous où sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité à ce programme. Je suis le président Lukman Sanfo, deux juges au siège, le premier Bernard Bougman, le second Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougman, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre fidélité à ce programme, mesdames, messieurs, encore une fois. Bienvenue à cette deuxième convocation. Et vous nous suivez en direct sur Watt FM 100.8, aussi à travers Radio LPC Bobo Dioulasso, à la fréquence 105.7, 105.5, voilà, on va dire comme ça. Et puis à Tienkodogo, c'est 104.7. Et aussi à travers votre télévision interactive Twi TV, accessible sur le bouquet Canal Plus au numéro 254. Ce matin, nous allons parler d'une affaire traitée par nos confrères de la presse, de la lettre du Faso. C'était un hebdomadaire burkinabé qui fait cas d'une vente aux enchères annoncée par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État, avec bien entendu des images de matériel bureautique et informatique postées sur la page Facebook de la direction et annoncées pour être vendues à la criée dans son enceinte le 3 juin prochain. Alors le journal a titré à sa une « L'État met en vente des déchets toxiques ». Alors comme si cela n'était pas suffisamment interpellateur, il s'appuie de l'avis du cabinet COS qui déclare sans embâche que c'est une opération illicite et illégale. Alors quand on sait que ce n'est pas la première fois que des structures de l'État mettent en vente en public, en tout cas ce type de matériel non utilisé, sans que cela n'offusque personne, on se pose bien la question, pourquoi le cabinet estime qu'il faut y mettre fin? Alors pour comprendre justement cette affaire, nous avons convoqué le docteur Ferdinand Ouedraogo du cabinet d'expertise économique verte et stratégique internationale COS, qui est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le juge Bougman, bonjour Monsieur le juge Vaha. Bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Merci, bonjour. Merci à vous également d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, vous êtes des inconditionnels. Nous savons que vous connaissez bien sûr le process de cette émission. On commence par les avant-propos avec les juges au siège. Première partie de l'émission, les juges ont la parole pour formuler des avant-propos. C'est le juge Vaha qui prend la parole ce matin. Merci Président. Vous permettez, Bernard.
D'accord. Mon avant-propos, j'en aurai deux d'avant-propos. Le premier avant-propos va concerner d'abord le Burkina, parce que c'est aujourd'hui 21 que commence quand même cette grève du SINCHA, syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Et ce qui sera problématique pour moi, c'est pas seulement l'arrêt qui commence aujourd'hui, c'est que après, je pense à partir du 25 et ce jusqu'au 3 juin, il y aura l'arrêt des gardes, l'arrêt des permanences. Je me demande pour quelqu'un qui est hospitalisé comment ça va se gérer. C'est clair que il y aura des dommages très importants. Donc pour les demandeurs de services de santé que nous sommes, c'est sûrement la grosse crise aujourd'hui. Maintenant, ils le disent eux, ceux qui auront à répondre de cela, le responsable c'est l'État, pour n'avoir pas respecté ses engagements pris en 2017. On revient toujours à ce même problème où on promet, on donne le gage qu'on va respecter et après on ne respecte pas. Cela s'est passé dans plusieurs cas. Je disais encore la dernière fois, même le solutionnement qui avait été trouvé par exemple avec la crise qui a quand même duré concernant les finances, pour lesquelles les gens pensent qu'il y a un ouf de soulagement et tout, j'ai dit, attendons de voir encore, est-ce qu'il n'y aura pas d'onde de choc? À chaque fois qu'on a un solutionnement, même au niveau de l'enseignement, à chaque fois, il y a encore un onde de choc parce que les engagements pris ici ne sont pas respectés par après. Ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut le perpétuel recommencement d'une lutte qui, à un moment donné, se pose avec beaucoup plus de violence à chaque fois parce qu'ils ont en face des gens qui ont comme des létères sur eux. Maintenant, à quoi ça sert de prendre des engagements lorsqu'on sait qu'on ne pourra pas les respecter? C'est toute la question aujourd'hui. Et la réalité, je pense qu'on avait reçu le maire ici hier, il a dit à demi-mot. Aujourd'hui, on a un État qui n'a pas dit faible, mais qui n'est plus aussi fort que celui qu'on avait avant. Et c'est la réalité dans laquelle on est. J'ai posé la question, mais à qui la faute? À qui la faute? À un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de sortir par le haut, sinon on ne sait pas comment le Burkina va s'en sortir. Il n'y a pas que les revendications qui sont le problème aujourd'hui burkinabé. Il y a d'autres réalités qui sont encore plus prégnantes quand on parle de la sécurité et tout. C'est pas du jeu. Mais on est pris à la gorge. C'était mon avant-propos. Nous, dans tous les cas, on va constater comment les choses vont se faire. On va faire notre boulot, comme on a l'habitude de le faire, passer dans les centres de santé, voir un peu déjà si le mot d'ordre est si respecté que cela, et puis deuxièmement, quel impact cela a sur les demandeurs de soins. On va partager cela, mais en croisant les doigts pour tous les Burkinabés qu'on n'ait pas encore à faire des comptes macabres et qu'on ne soit pas à chacun se pointer un doigt accusateur parce que c'est celui-ci qui n'a pas fait ci, c'est celui-là qui n'a pas été responsable. J'espère qu'on va pouvoir éviter ça. Deuxième avant-propos, on va aller un peu plus loin, c'est la RDC avec Katumbi qui est rentré. Moïse Katumbi. Katumbi est rentré après 3 ans d'exil. Mais sur quoi je voulais m'arrêter, c'est qu'il est quand même le coordinateur du mouvement Lamouka, dans lequel il y a aussi, Fayoulou, qui depuis longtemps est toujours très virulent à l'endroit de Tshisekedi, président élu et en exil quand même depuis 4 mois. 2 personnes qui sont dans un même camp. L'un coordinateur, l'autre avait été candidat notamment pour le mouvement, ne reconnaît toujours pas la victoire de Tshisekedi et est des plus acerbes en termes de critiques contre la façon dont Tshisekedi gère aujourd'hui les choses. Et on a un Katumbi qui est rentré, mais dans son premier discours déjà, ça casse d'avec celui qu'on a de son confrère et celui avec lequel il est, notamment dans cette opposition. Qu'est-ce que cela va donner? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que le mouvement en question ne va pas imploser? Donc c'est beaucoup de réflexions qu'il y a comme ça. Maintenant, il y a aussi un Tshisekedi qui se doit aujourd'hui de s'affranchir de l'ancien président parce qu'il est venu s'asseoir dans un système qui n'a pas encore vraiment, je dirais pas écarté, mais qui n'a pas façonné. Et ça sera le gros enjeu, étant entendu que lui-même n'a pas les coudées si franches, parce qu'on connaît aussi comment il est venu, les résultats qui ont été les siens, et même quand on regarde au niveau de la représentation nationale, quoi qu'on dise, il n'a pas les mains libres. Et donc c'est le grand enjeu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui devra travailler en fin chirurgien, là où
la petite erreur peut coûter cash. C'était mes 2 avant-propos de ce matin. D'accord, 2 avant-propos d'une pertinence qui ne sont plus à démontrer. Bernard Bougman, c'est à vous à présent. Merci, mon avant-propos 2 également. Il s'agit de l'affaire des GSP. Hier, leur représentant s'est exprimé, il a dit clairement, ce que nous revendiquons, c'est très simple, je cite, ce que nous revendiquons est très simple, le rétablissement des carrières de tous les GSP, la reprise des 10 révoqués. Le juge a ordonné l'ordonnance de référé, a donné l'ordonnance de référé, mais le ministre n'a pas exécuté. Nous ne savons pas pourquoi il n'a pas exécuté. S'il voulait un apaisement, il pouvait le faire. Autrement dit, la justice a rendu sa décision, mais c'est l'exécutif qui bloque l'exécution. C'est ce que, en résumé, c'est ce que je vois. Alors, effectivement, le principe de respect du fonctionnement de règles de la République, chacun est dans son entité. Et alors, effectivement, quand la décision a été rendue, bon, les uns et les autres s'attendaient à ce qu'il y ait une exécution. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore exécuté. Ce n'est pas un bon exemple qui vient de là-haut. Parce que c'est une décision de justice. Donc, ils disent qu'ils attendent. Et donc, c'est une des raisons, effectivement, de la crispation de ce climat-là au niveau du milieu judiciaire. Donc, ce qu'on attend aussi, c'est pourquoi est-ce que l'exécution de cette décision de justice n'est pas faite. Et je rappelle que c'est pratiquement en février, c'est le Conseil d'État a décidé le 8 février 2019 de la suspension du décret de révocation de 10 agents du GSP. Donc, on attendra. Certainement, ça en attendant de voir le fond, mais bon, dès lors que ça a été jugé en référé, on attend de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ça prenait. La décision a été suspendue, mais les activités du conseil municipal se déroulent. Donc je pense que c'est pratiquement la même chose au niveau des GSP. Donc on attend de voir comment est-ce que les choses vont se passer. Il y a eu un cas aussi à Gourcy, donc on attend par rapport à l'exécution, cette fois-ci en ce qui concerne les GSP, surtout que ça crispalise, ça bloque la machine judiciaire, alors qu'il y a plein de dossiers qui attendent, il y a des gens aussi qui attendent de connaître leur sort pour savoir comment faire. Donc c'est une interpellation que je fais. Le second avant-propos, c'est toujours la République démocratique du Congo, où Lambert Mende, le tout-puissant, l'ancien ministre et porte-parole des gouvernements de Kabila, j'ai dit des gouvernements de Kabila parce que lui il est toujours à son poste de porte-parole, et c'est l'un des porte-parole du continent africain, du gouvernement du continent africain qui s'assume, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui n'a pas peur des questions. Vous appelez Mende, quelle que soit la capitale, il dit je suis prêt. Quelle que soit l'heure, Lambert Mende vous dit je suis prêt. Et puis il répond. On l'a vu à TruTV d'ailleurs. Oh, oui, et on l'a vu à TruTV. Et il répond sans détour. Voilà, donc on se rappelle aussi que lors de l'affaire Balai Citoyen, pendant rapport, quand aussi Bujoualsi était déplacé, puis ça n'a pas bien passé, ça ne s'est pas bien passé pour lui, il avait été clair. Le Congo, ce n'est pas le Burkina. Et puis bon, la RDC, ce n'est pas une sous-préfecture du Burkina. Bon là, lui, moi, il est clair. Donc il a été épinglé dans une affaire de diamant. Bon, il a été relâché. Pour certains médias, c'est sur ordre de la présidence. Lui-même dit qu'il entend donner une suite judiciaire à cela. Donc on attend. En tout cas, quand on dit Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, mais j'ai dit c'est l'un des porte-parole du continent quand même qui a pu laisser des traces de son magistère, parce qu'il est tout le temps présent sur les médias et parfois il défend de façon acerbe. C'était pratiquement le porte-voix du président Kabila. C'était ça, c'était mes 2 avant-propos. D'accord. Merci également à vous et merci d'ailleurs à tous les deux pour cette première partie de l'émission qui permet justement à tous ceux qui nous suivent de faire meilleure connaissance de l'actualité du jour. Alors, à présent, nous allons auditionner notre convoqué, Dr Ferdinand Ouedraogo, du cabinet COS, cabinet d'expertise économique verte et stratégie internationale, sur cette affaire de vente de déchets toxiques par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Mais avant d'aborder cette affaire spécifiquement, on va peut-être revenir au passage comme ça sur l'affaire que nous avons évoquée la dernière fois avec vous, quand vous étiez sur ce plateau du tribunal de l'actualité, puisque vous avez assigné en justice la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour existence illicite. À ce jour, où en est l'affaire? Merci bien, Monsieur le Président, pour ce rappel.
En ce qui concerne la chambre de commerce, et je tiens à faire une précision, en réalité, ce n'est pas la chambre de commerce qui a été assignée par notre société. C'est une assemblée consulaire ou bien une assemblée, une association qui est du genre une chambre, voilà, qu'on peut qualifier de bord étrangère, voilà, que nous avons assignée au tribunal de grande instance. Et cette assemblée consulaire étrangère porte un titre qu'on appelle Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, c'est-à-dire en portefeuille, contrairement en fait, aux dispositions constitutionnelles ou bien aux lois et règlements en vigueur au Burkina Faso ici. Ça veut dire qu'on a assigné en fait une institution clandestine au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour constater en fait sa dissolution qui date depuis la date d'accession à l'indépendance de Burkina Faso ou bien la date de création du premier ordre constitutionnel de Burkina Faso en 1960. C'est ce qui a été demandé. Et maintenant, vu que cette assemblée ne peut pas mandater régulièrement un avocat, n'étant pas un justiciable burkinabé, nous ne pouvons pas mandater légalement un avocat parce qu'il n'a aucune existence juridique ou bien il n'y a aucun texte de loi ou bien aucune réglementation qui lui donne existence juridique au Burkina Faso. Il y a une situation qui s'est passée récemment, notamment le 17 mars passé, au niveau du tribunal de grande instance à Ouagadougou, où un avocat qui est inscrit au barreau a voulu plaider sans mandat ou bien sans autorisation en fait de cette structure qui n'a pas la capacité juridique ou bien qui n'a pas d'existence légale pour pouvoir autoriser ou bien mandater régulièrement un avocat. Bon, je pense que nous sommes à ce stade et vu les conclusions que ce dernier a déposées sous contrainte et vu les remarques que nous avons faites au juge de la mise en état pour lui dire qu'en fait il y a lieu de mettre en œuvre la police de l'audience pour que cet intrus ou bien cet avocat indélicat là puisse être mis, en tout cas sorte de la procédure rapidement, nous avons dû nous avons dû adresser au président du tribunal de grande instance contre ce juge de référé là, ce juge de la mise en état là, une lettre de récusation. Ça veut dire qu'il a manifesté à travers son comportement une amitié notoire avec cet avocat-là qui n'avait ni mandat ni droit de plaider cette cause-là. Parce que la structure que nous avons assignée n'est pas un justiciable burkinabé susceptible de souffrir en fait les services d'un avocat régulièrement ou bien légalement pour venir comparer. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, cette assemblée consulaire qu'on appelle chambre de commerce là n'a jamais comparu. Elle n'a jamais été représentée. Et pour vous donner encore un exemple un peu plus rocambolesque, je vais rappeler quelque chose que le juge va souligner la dernière fois ici. Est-ce que c'est pas parce que cette structure a refusé de livrer en fait les déchets d'équipements électriques électroniques conformément à la loi que nous les avons attraits au niveau de la justice? D'abord, il y a deux procédures qui sont pendantes actuellement en justice. Et la première est en référé, et celle que nous avons actuellement, celle dont vous parlez, ça c'est une procédure ordinaire ou bien en matière civile. Donc pour ce qui concerne le référé, la décision, un juge a été le juge des référés qui s'est occupé de cette question, qui n'avait pas bien vu en fait le jeu de cet avocat-là effectivement qui était là-bas, a rendu la décision, mais après avoir rendu la décision, le juge a rendu, quand vous lisez la décision, ça veut dire que la chambre de commerce ou bien la maison de l'entreprise ou bien le conseil national du patronat n'ont pas été représentés par aucun avocat. Et c'est écrit noir sur blanc dans la décision qui a été rendue. Donc, après avoir demandé au juge des référés de nous aider simplement dans l'application de la loi que refusent ces structures-là, parce que ces structures détiennent des déchets, produisent des déchets sur le territoire national et depuis 2013, elles n'ont pas d'exutoire légal pour s'en occuper. Bon, je pense que c'est le sujet qui est en train de nous amener ici. Nous avons proposé à ces structures-là de rentrer dans la dimension de la loi, notamment la loi 06 portant code de l'environnement qui oblige toutes les structures en possession de déchets à les livrer à des structures habilitées à les gérer. On va y venir. Non, je vais terminer. Donc, après avoir fait cette demande, le juge n'a pas compris. Le juge a trouvé que la demande que nous avons faite était mal fondée. Donc, le juge a rendu la décision, mais après, il s'est rendu compte qu'en réalité, il a rendu une décision pour une partie, notamment cette assemblée consulaire qui n'a pas d'existence juridique. Donc cette décision est en instance d'annulation parce qu'il y a eu des mentions obligatoires, en tout cas en matière de jugement ou bien de parties qui n'ont pas été respectées, et nous attendons que les juges d'appel, le juge d'appel, des référés d'appel termine avec cette procédure. Mais pour ce qui concerne la procédure concernant la question même de cette structure qu'on appelle assemblée consulaire, c'est encore plus grave parce que ne pouvant pas se défendre elle-même, elle s'est de manière informelle attaché les services d'un avocat qui est venu illégalement usurper, ça dit bon, dans une certaine imposture, parce que cette structure ne pouvant pas se présenter sans décliner son identité, l'avocat qui est venu la représenter vient automatiquement faire poser un acte de double imposture, parce que si la structure ne peut pas vous mandater et vous venez la représenter sans mandat,
légale, ou bien sans aucune forme de convention qu'on peut peut-être retrouver plus tard. Bon, c'est une forme d'imposture qui mérite que le juge, la mise en état, prenne les dispositions de police, d'audience en matière en fait pénale, parce que un intrus ou bien quelqu'un ne peut pas venir rentrer dans une cause sans mandat, sans avoir de lien juridique clair avec la partie en question qui a été assignée pour défendre cette partie-là. Et nous avons une preuve de cette imposture-là, parce que rapidement l'avocat a déposé une lettre de constitution au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, alors que nous avons assigné l'Assemblée consulaire qui porte ce titre-là. Donc ça fait deux personnes juridiques différentes. Et la personne qui a été assignée ne peut pas se présenter parce que ses responsables ne sont pas des justiciables burkinabés en fait. Donc ça veut dire que c'est une structure qui a pendant 59 ans trompé la vigilance de tous les Burkinabés, comme quoi c'est l'État burkinabé qui l'a créé, alors que l'État aujourd'hui, nous sommes en tout cas en public, l'État ne peut pas s'approprier ou bien réclamer la paternité de cette structure-là. Voilà pourquoi depuis longtemps ça défraie la chronique, parce que tout simplement c'est inadmissible que pendant 59 ans on puisse tromper notre ordre constitutionnel au Burkina ici avec une institution de droit colonial français. D'accord, donc vous laissez toujours votre position de poursuivre cette chambre consulaire. Le droit doit être dit, et nous avons notre ordre constitutionnel, nous sommes dans un ordre juridique, nous sommes dans un état de droit, et si réellement ce justiciable-là n'est pas un justiciable burkinabé, c'est une imposture institutionnelle, mais les juges sont formés pour déterminer la vérité, le mensonge, ils vont bien rapidement voir ce qui se passe et puis bon, prendre les décisions qui s'imposent. Avez-vous des questions sur cet aspect, juge Vara? Non, je pense qu'on l'a déjà élagué ici, donc lors d'une convocation. Je pense qu'il est convoqué pour autre chose. Oui, puisqu'on avait promis aussi aux téléspectateurs qu'on allait donner suite à cette affaire, c'est les informer de ce qui se passe actuellement. Vous dites que non, c'est un véritable scandale. Oui, c'est un véritable scandale, parce que le juge l'a mis en état, s'est rendu complice. Voilà, d'un avocat. Il y a une amitié notoire. De cette affaire de vente de déchets toxiques par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. On a vu aussi la publication sur la page Facebook de cette direction-là qui annonce effectivement que le 3 juin prochain, elle va procéder à une vente aux enchères à la criée au niveau de cette direction. Alors, le journal qui a révélé l'affaire parle aussi d'une affaire pendante en justice qui concerne cette direction. Est-ce que c'est encore votre cabinet qui est naturellement, en fait, nous avons créé notre société dans le but d'être un auxiliaire de la République, c'est-à-dire aider l'État, toutes les institutions de la République, à résoudre un certain nombre de problèmes nouveaux qui sont relatifs à l'économie verte. En d'autres termes, déranger l'État. Voilà, pas déranger, donc aider l'État dans une dimension où l'État n'a pas les compétences nécessaires. Nous venons proposer nos compétences à l'État. Et pour cela, s'il nous faut utiliser la loi pour amener l'État, ou bien ceux qui utilisent l'État comme une carapace pour accomplir des actes répréhensibles, s'il faut que nous passions par la loi, dans le respect en fait du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, mais je ne vois pas en fait en quoi est-ce que nous sommes contre l'État, parce qu'en réalité c'est l'État qui procède à l'adoption des lois à travers l'une de ces institutions républicaines, notamment l'Assemblée générale. Maintenant, si ces lois ne veulent pas être appliquées aussi bien par des structures de l'administration de l'État que par des structures du secteur privé, ou bien des structures des justiciables qui ne sont pas burkinabés comme cette Assemblée consulaire là. Mais il va de soi que nous allons nous référer à la justice qui est là pour résoudre ce genre de problème-là, pour que on attire l'attention de l'État respectueusement, pour que le droit soit dit. Et dans ce cadre-là, je peux vous informer par exemple en ce qui concerne la DGAUE, la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Cette affaire en fait ne date pas d'aujourd'hui. C'est maintenant que le scandale a éclaté, parce que c'est devenu maintenant public, que peut-être les gens s'offusquent que nous fassions une telle réaction. Mais en réalité, je peux vous montrer une preuve, comme nous sommes dans un tribunal et qu'on ne peut pas parler de faits sans preuve à l'appui. Nous avons ici une sommation interpellative qui date du mois de juillet 2018 à l'endroit de cette Direction générale des affaires immobilières de l'équipement qui n'a pas répondu à l'huissier de justice qui a fait cette sommation jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire il y a dans notre administration des gens qui utilisent l'État. Au lieu de servir l'État, ils se servent de l'État pour faire des affaires. Alors que le secteur privé, c'est celui-là dans lequel les acteurs économiques et les agents économiques ont la liberté de faire leurs affaires conformément aux dispositions constitutionnelles que notre pays a adoptées. Donc des administrateurs ne peuvent pas, depuis leur bureau, mener des activités économiques ou bien servir des intérêts particuliers ou bien privés sous le couvert de l'État. Et donc, quand on a affaire à ces personnes-là, naturellement, on ne peut pas les attraire devant les juridictions compétentes sans dire qu'on a attrait l'État. Alors qu'en réalité, on n'a pas attrait l'État, mais on a attrait des personnes qui, sous la carapace, excusez-moi du terme, le couvert de l'État, agissent de manière irrationnelle. Donc, du coup, cette direction a été interpellée pour cesser ces ventes aux enchères.
cesser en fait ces infractions pénales là, parce qu'en fait vendre des déchets c'est mettre à la consommation du public des objets qui sont impropres à la consommation, qui vont à l'encontre de la législation nationale en matière de sécurité du consommateur. C'est ce que ces gens ne savent pas. Et c'est là où on veut comprendre, parce que ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit en introduction, qu'on procède à cette vente aux enchères là. Quelles sont les dispositions qui montrent ici qu'on porte atteinte aux dispositions légales? Bon, je vais prendre un aspect simple. Sur le côté environnemental, en 2013, le gouvernement a introduit une loi qui est passée, une loi visant à modifier notre code de l'environnement. On l'a modifié et on a adopté un article dans les mesures concernant les déchets, je pense l'article 51, qui stipule que toute personne qui détient des déchets sur l'étendue du territoire national là, doit les livrer à qui de droit, c'est-à-dire des structures chargées de les éliminer ou bien de les valoriser conformément à la législation en vigueur. Or, depuis 2013 jusqu'à la date où je vous parle, il n'y a pas de disposition qui a été prise aussi bien par l'administration publique que par le secteur privé pour résoudre ce problème. Nous avons dû, après avoir passé dans les couloirs de l'administration pour parler avec nos décideurs, pour voir dans quelle mesure les assister dans ce sens-là, d'un point de vue public, et ne pas avoir gain de cause, nous avons dû créer notre société pour accompagner l'État dans cette dimension stratégique-là, parce qu'il s'agit bien de matières premières stratégiques en ce qui concerne les déchets, d'équipements électriques et électroniques, et aider le gouvernement en ce qui concerne aussi cette transition vers l'économie verte dont on ne connaît pas les mécanismes susceptibles de permettre au gouvernement ou aux acteurs, les décideurs, de pouvoir quitter cette économie traditionnellement nuisible pour l'environnement ou bien la planète vers cette économie verte que le Burkina Faso a décidé en fait de choisir comme orientation stratégique à long terme, notamment dans la loi d'orientation sur le développement durable. Donc du coup, c'est pour vous dire que cette loi, cette disposition, notamment cet article 51, concerne simplement la détention. Mais il y a une autre disposition, je pense l'article 58, qui a une autre disposition encore au niveau des sanctions pénales de cette même loi-là, qui réprime le stockage, le stockage contraire aux dispositions prévues par la loi-là, de ces déchets-là, dans n'importe quelle structure. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de détenir ou bien de stocker des déchets ou bien des objets prohibés sur le territoire du Burkina Faso, en dehors des structures qui sont habilitées à le faire, notamment la société que nous avons mis en place. Donc du coup, la DGIE s'expose à des sanctions pénales qui peuvent aller de 5 à 10 ans de prison ou bien de 5 à 100 millions d'amendes. Ça, c'est pas nous, c'est la loi qui le dit. L'article 58, en faisant référence à l'article 151 et 141 du moins du même code de l'environnement. Ça, c'est pour le côté environnemental. Maintenant, si on revient au côté commercial, on va profiter d'interpeller le ministre du Commerce, parce que le ministre du Commerce est chargé de vérifier ou bien de contrôler tout ce qui circule ici comme marchandise ou bien objet susceptible de rentrer, d'être mis à la disposition des consommateurs, notamment en matière de sécurité, de santé publique ou bien de questions environnementales. Et je pense que la dernière législation en vigueur, là, c'est la loi 16-2017 sur la sécurité et je pense la concurrence. Et cette loi-là, il y a des dispositions que nous n'avons pas, je n'ai pas l'article en tête ici, il y a des dispositions qui maintiennent ou bien qui préservent la sécurité en fait du consommateur. Non seulement l'information du consommateur sur ce qu'il achète et la sécurité du consommateur sur ce qu'il achète pour consommer. Parce que ces produits sont mis à la consommation. Or, on ne peut pas mettre des produits prohibés à la consommation parce que ces objets... Je voulais que pour que ceux qui nous suivent comprennent, c'est que tout part pour vous d'un post sur Facebook, entre autres, de ce que le 3 juin, je crois que le 3 juin, il y a une vente, c'est des ventes aux enchères, c'est comme ça qu'ils disent, de matériel par notamment la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l'Équipement de l'État. Donc très souvent, quand c'est comme ça, c'est du matériel déjà utilisé qui, on estime, peut servir et qui peut intéresser. Et des photos que vous avez donc, parce que si je me trompe, vous me dites que je me trompe. Des photos que vous avez vues, vous dites que c'est des déchets, ça ne devrait pas être vendu. Est-ce que vous avez expertisé le matériel dont il est question? Je pense que dans certains de mes propos dans le journal qui m'a interviewé, je pense la lettre de Faso. Ce que nous regardons n'ont pas lu. C'est pour ça que je pose des questions. Je vais vous donner l'information parce que le président a parlé tout de suite de procédure judiciaire. Nous avons assigné la directrice générale des affaires immobilières de l'équipement de l'État, non seulement par devant le parquet, parce que c'est des questions de criminalité environnementale et de criminalité sécuritaire qui s'imposent, et nous avons assigné également cette même direction-là en référé. Ça veut dire pour que cette obligation légale de livrer les déchets là, qui de droit là, soit ordonnée par un juge parce que la personne qui détient ces déchets ou bien les stocks pour les vendre là, refuse d'appliquer la loi et
ne tient pas à ce que, en fait, vous ne répondez pas à sa question. Non, ma question, parce que vous dites d'emblée que c'est des déchets. Oui. C'est ça le problème. Vous partez d'un postulat que c'est des déchets. Donc, vous donnez toute une mandat de texte qui régule comment est-ce que les déchets sont gérés. Mais là, ce qu'ils disent qu'ils vendent, s'ils le vendent, pour eux, c'est pas des déchets. Voilà pourquoi je pose la question de savoir. Je repose ma question. Si c'est sur la base de photos que vous avez vues et que de façon empirique vous dites c'est des déchets, ou bien vous les avez expertisés. C'est la question que je pose. Quand on parle d'expertise, il y a plusieurs sortes d'expertise. Il y a des expertises directes et il y a l'appréciation et le jugement des personnes qualifiées pour émettre des jugements sur ces questions-là, notamment des questions qui ont une maîtrise, la question des déchets et d'équipements électriques. Je pense que je suis le pionnier ou bien l'un des précurseurs en cette matière au niveau national ici. Donc, en voyant un amoncellement en fait d'objets disposés de la sorte, une photo. Non, la photo, c'est une image d'une réalité. Et cette réalité a été publiée. Non, j'arrive. On parle d'une réalité. La photo, c'est l'image d'une réalité qui a été publiée par un site officiel. Ce qui suppose que c'est cette réalité qui a été publiée. Mais qu'en regardant cette réalité, en tant qu'expert, même le profane voit directement que ce sont des objets qui sont impropres à la consommation. Vous voyez des objets qui sont démantelés. Vous voyez par exemple en matière de gestion de déchets d'équipements électroniques, l'une des premières étapes, quand on veut aller vers la valorisation fractionnelle, vous procédez par démantèlement en fait de ces équipements-là. Or, ces équipements-là ont déjà été démantelés. Quand vous achetez du matériel ou bien des équipements, je pense que nous avons un certain nombre d'équipements dans cette salle. Je pense que quand vous regardez tout ce que vous avez comme équipement ici, vous voyez que c'est impropre et c'est propre à la consommation et ça est en usage. Parce que tout simplement, vous avez besoin d'acquérir du matériel qui fonctionne conformément à l'usage que vous voulez en faire. Or, si l'État se sépare du matériel qu'il a acquis pour les mettre à la disposition des consommateurs du secteur informel pratiquement, c'est parce que ce matériel-là ne satisfait plus le besoin pour lequel l'État ces matériels-là ne satisfont plus du moins les besoins pour lesquels l'État les a acquis. Donc du coup, c'est du matériel mis au rebut. Et si on se conforme à la définition de ce que c'est que le déchet ou bien le déchet dangereux qui a été produit dans le code de l'environnement, c'est tout résidu de matière ou bien de substance destiné à l'abandon ou bien susceptible d'être abandonné. Donc, j'arrive, je vais vous répondre clairement. Vous avez dit de donner un avis d'expert. Est-ce qu'on a expertisé? Voilà un avis que je vous donne conformément à la loi. Ce matériel, ces déchets du moins, proviennent des équipements qui ont été utilisés et qui sont maintenant à l'abandon. Donc, ce que la loi a prévu, c'est que ces équipements qui contiennent à la fois des substances toxiques, aussi bien des matières premières stratégiques, doivent être soit éliminés ou bien valorisés. Dans l'un ou bien dans l'autre cas, il n'y a pas de disposition qui ordonne ou bien qui autorise une structure quelconque, aussi bien publique que privée, à vendre des déchets ou bien du matériel usagé ou bien des déchets qui sont susceptibles. Je vais me permettre un commentaire. Pour moi, c'est tout le nœud peut-être de la problématique qui est posée. La conception du déchet. Parce que il dit qu'il est destiné à ne plus être utilisé. Et dans ce cas de figure, ce qui est intéressant, c'est que ce soit expertisé. Parce que pour celui qui est vendeur, c'est parce qu'il estime que ça peut être utilisé autre part. C'est ça en fait le problème pour moi dans l'approche de la problématique ici. Il termine. Je termine. Maintenant, si à partir d'une photo, et moi j'ai regardé les photos, c'est clair que profane que je suis, il y a des claviers que je regarde avec plein de fils et tout ça. Quand vous regardez, vous vous dites que c'est désuet. Maintenant, vous savez, la plupart de ces ventes aux enchères, vous avez plein de puristes du domaine qui viennent comme des brocantes et tout, chercher non pas l'élément en état en état global de fonctionnement, mais pour certaines de ces, comment dire cela, de ces composantes. Peut-être une pièce. Une pièce pour certaines de ces composantes. Et ça c'est très fréquent. Ou bien il y en a qui ont l'espoir que, connaissant comment notre administration est gérée, avec la négligence qui est souvent la leur, on l'a vu avec plusieurs véhicules pour une seule pièce, elle est garée pendant 5 ans, 10 ans, il y a d'autres petites pannes qui se créent pendant 2-3 ans, alors que vous regardez la date à laquelle le véhicule est sorti, et souvent c'est des véhicules qui sont sortis neufs, et nous on a l'habitude des véhicules seconde main, quand vous venez c'est du tout bénéf pour lui, pourvu qu'un garagiste il jette un regard très intéressant, il fait une bonne affaire.
déchets. Ça, c'est la réalité que nous avons très souvent. Voilà pourquoi je dis la question déchets. Ça, c'est plus intéressant lorsque ce n'est pas comment dire cela, ce n'est pas jeté comme ça, mais quand c'est prouvé, c'est plus intéressant. Maintenant, moi, j'allais lui poser la deuxième question qui pour moi était intéressante. Est-ce que dans votre démarche, à partir de cela, vous avez demandé à avoir au moins accès, notamment à ce matériel-là, parce que c'est ça qui allait être le plus intéressant. Pour que nous ne soyons pas seulement à l'étape d'une photo qui a été partagée sur des réseaux sociaux, mais que vous puissiez que vous demandiez de savoir, vous avez l'expertise pour savoir si c'est des déchets ou pas, avant que ce soit vendu, qui vous permettent au moins de regarder et savoir qu'est-ce qui est dangereux pour la vente, qu'est-ce qui ne devrait pas être vendu, et est-ce que cette démarche-là a été faite? Mais bien sûr, monsieur le président, ça c'est intéressant. Monsieur le juge, nous n'avons pas commencé par assigner la DGAE comme ça, parce qu'elle a un comportement qui n'est pas rationnel. Nous avons échangé des correspondances. Nous avons voulu aller dans le sens d'un audit global de ce que cette structure-là produit en fait comme déchets. Parce que dans la réglementation de la comptabilité générale, il y a aussi bien les matières, mais il y a également il y a les matières, mais il y a également les déchets. Mais quand on parle de déchets, les gens font la nuance parce que... Mais quelle a été leur réponse? La réponse a été dilatoire. C'est pour ça qu'ils ont été sommés. Il y a eu une sommation interpellative. Il y a eu du dilatoire et une sommation... Comme quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu quand vous vouliez expertiser le matériel en question? Non, en fait, cette structure a voulu faire comme si nous voulons expertiser ou bien auditer du matériel de l'État. Alors que ce n'est pas notre domaine de compétence. L'achat ou bien la vente ou bien l'utilisation du matériel de l'État ne nous regarde pas. Mais nous sommes compétents en matière de déchets, d'équipements électriques et électroniques. Et là, on nous a fait du dilatoire en nous faisant accepter l'idée que nous venons nous occuper des problèmes de matériel ou bien de mobilier de l'État. Or, ce sont les déchets produits par l'usage de ce matériel ou bien le mobilier de l'État là que nous sommes venus pour expertiser. Et comme elle ne comprend pas cela, ou bien ils ne veulent pas, ils feignent de ne pas comprendre, nous étions obligés d'abord de faire une sommation interpellative. Et après cette sommation interpellative, ils ont refusé de répondre à l'huissier et nous avons été obligés de les assigner en référé pour que la loi soit appliquée. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple, puisque cette procédure dure depuis juillet 2018, parce que cette affaire date de la semaine passée, mais nous sommes sur cette mèche-là depuis 2012. Et en 2012, on avait demandé, parce que je suis aussi bien dans la société civile que dans le secteur privé, on avait demandé comme ça parallèlement à un directeur régional de l'environnement si le gouvernement avait une politique en matière de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques. C'était avec l'ancien ministre de la Culture et puis des membres du CIDD, Conseil pour Centre international pour le développement durable. Et là, on a une réponse négative. Donc ça veut dire que ce n'est pas une problématique qui est récente en fait. Ça veut dire depuis près d'une dizaine d'années, nous luttons pour que notre pays change de vision. Et c'est pourquoi finalement, ne voyons pas ça venir administrativement. On a créé une société qui va s'en charger à ses frais, de manière à produire ou bien à créer ou bien à élargir l'assiette fiscale au niveau national. Mais je vais essayer de vous répondre encore plus succinctement. Parce que la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État est une structure centrale du ministère en charge de l'économie et des finances. Donc, pour vous dire que tous ces départements, notamment la DGI, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, ainsi que la DGAE, travaillent en tandem. Je vais vous donner une réponse de ce qu'un agent judiciaire du Trésor nous a donné comme réponse lorsque nous avons demandé à ce qu'au lieu de vendre ces déchets-là, de livrer ces déchets-là, voilà ce que cet agent judiciaire a répondu à un juge. Il a dit qu'en ce qui concerne l'État, l'État à son niveau a décidé, ça veut dire qu'il y a une décision administrative qui a été prise par l'État, de confier, je vais lire à son niveau, de livrer à la DGAE les déchets d'équipements électriques pour des opérations d'élimination ou de valorisation. Et aujourd'hui, vous constatez que sous le regard de ce même ministère en charge des Finances, de cette direction générale de la comptabilité, du Trésor de la comptabilité publique, des impôts et de la douane, ces déchets-là sont mis en vente aux enchères. Ça veut dire que c'est des pratiques qui se faisaient depuis longtemps, mais qu'on ne dénonçait pas, ou bien quand on dénonçait, on ridiculisait en fait ceux qui dénonçaient ces mauvaises pratiques-là. Parce que ces pratiques-là ne peuvent pas se faire en Occident. C'est pourquoi on est inondé ici, on est poubellisé avec des équipements qu'on appelle France Revoir, mais en réalité c'est des déchets. Et Interpol même a déjà saisi, je pense en 2017,
de 1 500 000 tonnes de déchets qu'on délocalise dans des pays à faible législation nationale, là, comme nos pays ou bien les pays en voie de développement, là, pour les traiter sans respecter les normes environnementales que eux ils ont chez eux là-bas. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est simple à la fois. Bernard, allez-y. Je crois savoir qu'il y a l'existence d'une loi portant code de l'environnement adoptée en 2013. Vous dites que cette action-là viole cette loi. Dans quelle de ces dispositions elle viole? Je viens de vous les donner tout de suite. Les principales dispositions actuellement violées par cette loi et qui sont couvertes par des mesures à connotation pénale, c'est l'article 51 qui parle de la détention et l'article 58 qui parle du stockage. Or, ce que vous voyez là, ça c'est du stockage, c'est amoncellement, c'est du stockage à l'air libre, bien c'est du stockage selon des procédés qui ne sont pas conformes à la législation en vigueur. Donc du coup, même si on ne vous dit pas, ou bien même si vous n'êtes pas un expert, quand vous regardez la manière dont on stocke des marchandises ou bien des matériels que l'État doit consommer et la manière dont ces déchets-là sont amoncelés, c'est la nuit et le jour. Alors, deuxième question, vous avez dit que ce soit pour détruire ou pour valoriser. Comment est-ce qu'on valorise ce bazar-là? Non, en fait, c'est vendu pour que ça rentre, monsieur va l'a dit, le juge va, excusez-moi, l'a dit tout de suite, pour que ça rentre dans le secteur informel. C'est ça la valorisation? Non, non, non. En fait, l'État ne pouvant pas valoriser ça correctement. Parce que l'État. Comment on valorise ça correctement? Non, la valorisation, il y a des techniques de valorisation globale ou bien des techniques de valorisation. Mais c'est votre cabinet s'en charge? Non, notre société est une société pluridisciplinaire qui s'occupe globalement des questions économiques vertes. Est-ce que vous pouvez faire la valorisation? Mais naturellement, sans quoi nous ne serons pas, notre objet social ne nous permettrait pas d'aller demander cela en justice. Moi, je veux savoir, l'opération de valorisation consiste en quoi? Non, l'opération, à mettre de nouvelles pièces non démonstration. Non, vous êtes en train de parler ici de secrets commerciaux et de secrets industriels. Vous pensez que les industriels viennent... Nous sommes même partenaires techniques et financiers de l'État qui sont venus en tant que patriotes pour rendre service à la nation. Est-ce qu'on comprend très bien? Non, vous avez demandé des choses que vous voulez une pratique. C'est ce que vous voulez savoir, une démonstration. De façon pratique. Est-ce que un ordinateur, vous avez un déchet, c'est un déchet toxique, comment on valorise? Non, je vous ai parlé, bon, je vais vous expliquer. La valorisation, elle peut être de deux ordres. Okay. Global, c'est-à-dire entier, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle une valorisation en entier. Ça veut dire qu'on remet l'équipement là en état de servir ou bien de fonctionner de sorte à respecter l'usage pour lequel il a été fabriqué. Ça, c'est un. Et une fois que ce processus-là ne peut pas être effectué, de sorte à garantir une sécurité du consommateur, il faut procéder à une valorisation fractionnelle qui nous ramène à une question de matière première stratégique, ou bien de gestion de métaux précieux, ou bien de gestion de terres rares, ou bien de gestion, de métaux ordinaires, ou bien de métaux non ferreux. Très bien. Alors, donc, vous avez parlé effectivement des pierres précieuses. Dans l'article, je vois que ces déchets-là sont à la fois intéressants et dangereux. Naturellement. Le danger, vous en avez parlé. En quoi est-ce que c'est intéressant? Il y a un intérêt économique certain dans la question des déchets d'équipement électrique électronique. C'est pourquoi nous sommes tournés en dérision quand on en parle, parce que ceux-là qui connaissent l'intérêt là veulent les vendre, voilà, dans une intention que un circuit économique parallèle ou bien un circuit économique dans le noir puisse procéder à cette valorisation-là. Et je peux vous donner une information que vous pourrez vérifier. Vous pourrez peut-être voir avec la Direction générale des douanes, des personnes qui achètent ces déchets-là vont à la douane déclarer ça comme étant sans valeur. Ça veut dire il y a un dupéry qui se passe depuis une décennie ici. Des gens viennent. Et puis, je vais vous donner quelque chose, je vais vous satisfaire dans votre interrogation. Le Code général des impôts, j'ai parlé tout de suite de la DGI, de la Direction générale du Trésor, ainsi que de la douane et de la DGIE. La Direction générale des impôts, dans le Code des impôts de 2010, le Code général des impôts 2018, a prévu des dispositions qui exemptent, en matière de vente publique aux enchères, là, les acheteurs, aussi bien les acquéreurs que tous ceux qui ont un lien quelconque avec ces cessions, bien ces conventions de cession de soi-disant matériel de l'État, là, les exemples de toute déclaration sous les sanctions prévues par le code pénal là, sur en fait ces transactions financières ou bien ces transactions qu'elles ont avec cette direction-là. Donc du coup, ces gens-là viennent acheter de manière informelle et vont, je ne sais pas dans quel circuit, exporter en fait ces déchets-là. Quand ils arrivent à la douane prend des statistiques de quantité qui sortent. Mais la douane, comme c'est déclaré sans valeur, la douane ne peut pas intervenir. Autrement dit, il y a un circuit parallèle qui conduit à un blanchiment de capitaux dont les banques, les institutions financières sont au courant. C'est un problème plus insidieux que vous l'imaginez. Donc, nous connaissons de fond en comble de quoi. Et vous parlez même de blanchiment d'argent. Mais de blanchiment, si vous sortez, le blanchiment procède d'une question de conversion ou bien de transfert à l'étranger de certains objets, notamment des objets prohibés, pour créer en fait
fait de la richesse ou bien de la valeur ajoutée, de sorte à échapper au circuit financier ou au circuit fiscal national. Et ici, ça sort valeur zéro, alors que vous dites c'est une vente. Hein. Une vente, il y a une contrepartie, il y a un prix. Alors, docteur, j'arrive, non, je vais terminer. C'est juste une précision. Moi, j'ai une précision. Moi, je voudrais savoir. Si je ne termine pas. En tant que docteur, c'est comme s'il y avait un circuit qui récupère ces objets, qui va hors de la frontière du Burkina Faso, et puis, bon, qui les écoule, qui fait son business. Alors que, de vente aux enchères au Burkina, chacun part saisir ce qu'il veut, puis rentre à la maison. Non, mais il n'a pas terminé le circuit. J'ai pas terminé. J'ai parlé d'informel. Le code des impôts, la DGI même permet ces opérations informelles là. Ça veut dire qu'on couvre des gens. Vous comprenez? On a adressé une correspondance pour un partenariat pour coopérer dans le cadre de la répression de la criminalité économique et financière ou bien le blanchiment des capitaux à la douane, à la direction générale des douanes et à la direction générale des impôts. Jusque-là, ça fait plus de 3 mois, on n'a reçu aucune réponse. Et on a signalé cet impair-là, ou bien cette disposition qui permet à des gens de ne pas faire des déclarations de ce qu'ils achètent. Parce que quand vous achetez quelque chose avec l'État, l'État n'est pas un personnage ordinaire. Donc vous ne pouvez pas acheter des objets avec l'État sans traçabilité. Parce que la question des déchets est tellement complexe que rien ne peut se faire sans traçabilité. Mais ici, on permet d'obtenir zéro traçabilité pour ceux-là qui viennent les acquérir. Et ils vont, par la suite, devant la barrière douanière, déclarer que ce sont des objets sans valeur. Ça veut dire que le tout est en déchet, mais l'intérieur contenant des produits susceptibles de valorisation, on déclare globalement, c'est sans valeur. J'arrive, monsieur le juge, et le président va continuer, et ça sort. Et maintenant, cet argent revient par le circuit financier. Et cet argent, est-ce que vous croyez que cet argent respecte les règles des relations, les relations financières extérieures que nous avons, la réglementation concernant en fait les relations financières avec l'extérieur au Burkina Faso? Ça ne respecte pas ça. Ça c'est de un. Et est-ce que ça réglemente la réglementation sur le contrôle du commerce extérieur? Ça ne respecte pas ça. Mais personne ne s'en offusque. Mais il y a de l'argent qui retourne. Et alors qu'on achète, on achète avec l'État. On dit à l'État, nous on n'a pas acheté, nous ça c'est sans valeur. Et on exporte et l'argent revient dans les banques ici, comme si en réalité on n'a rien fait, alors que ce sont des opérations économiques. Nous voulons formaliser, nous avons créé une suite. On demande aux entreprises, l'État veut créer, formaliser les entreprises. Nous avons créé, formaliser cette entreprise-là pour gérer cette affaire-là de sorte à élargir l'assiette fiscale et à devenir un partenaire technique et financier capable de mobiliser les ressources intérieures du pays au profit du budget de l'État et du développement de notre pays. Mais si l'État préfère, à travers, pas l'État, mais des personnes qui ont, sous le couvert de l'État, préfèrent faire des affaires dans leurs intérêts au détriment du trésor public, là il y a un problème et c'est ce qui se passe. Et vous pouvez toucher les impôts, vous pouvez toucher la douane, vous pouvez toucher la comptabilité publique. Ils ne pourront pas se dédouaner parce que tout simplement ils ont assisté à ça, connaissant bien la législation qui est en vigueur, connaissant bien le péril en matière de sécurité, de santé publique et d'environnement, connaissant bien le manque à gagner que cela représente pour les recettes fiscales, connaissant bien la question même je peux dire de la question stratégique liée à ces objets-là. Je pense que ces structures-là ne peuvent pas se dédouaner. Et je vous ai dit tout de suite, ça vient en fait d'un agent du Trésor, de la comptable du Trésor. C'est lui-même qui a dit que l'État a pris une décision. Donc si l'État a pris une décision de ne pas vendre, mais d'éliminer ou bien de valoriser, cet acte-là ne devait pas être porté à la connaissance du public aujourd'hui. Mais ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un mensonge, excusez-moi du terme. Si monsieur a déclaré ce mensonge-là devant un juge, il a dit que l'État a pris un acte. L'État ne parle pas avec la bouche, l'État prend des actes juridiques, des actes réglementaires. Donc du coup, s'il n'y a pas d'acte réglementaire qui autorise la DGIE à faire ce travail, ou bien à éliminer, ou bien à valoriser ces déchets, la DGIE ne peut pas vendre ces déchets-là, sachant que c'est des objets prohibés. Alors, Président, on dit que ces matériels-là, ils contiennent des métaux précieux et rares appelés matières premières stratégiques telles que le coltan. Il y a aussi des métaux stratégiques tels que le palladium. J'ai lu l'article. Ce sont des métaux pour lesquels le commerce burkinabé n'a pas encore porté un grand intérêt, sauf en dehors de l'or. Ces objets contiennent une certaine quantité, même infime, d'or qui peut être exploité de manière stratégique de sorte à élargir l'assiette fiscale ou à créer de nouvelles richesses. Naturellement, ça rapporte des milliards. Je vais vous donner un chiffre. Ça rapporte, je pense, en 2012, on était à près de 100, si je ne me trompe pas, 100 milliards d'euros. À l'échelle mondiale? Non, à l'échelle de l'Europe seulement. Donc, c'est un problème qui se pose en Europe avec plus d'acuité qu'ici. Jusqu'au point où la mafia, vous allez peut-être vous renseigner, la mafia est rentrée dans ce secteur-là parce que tout simplement, les structures qui ne peuvent pas les éliminer conformément aux législations en vigueur, là, parce que là-bas les textes sont plus pointus,
passe par des circuits parallèles pour éliminer ou bien valoriser ces déchets-là dans des zones où la juridiction, où la législation est faible. Mais c'est curieux, ces objets-là reviennent de là-bas et puis on les vend. Les ordinateurs. Justement, mais tout ça, c'est pas normal. Ça veut dire que avant de rentrer, tous ces objets doivent être expertisés par une société comme la nôtre, pour dire qu'effectivement ça satisfait à un certain nombre de conditions et de critères que nous avons déjà préparés, pour dire que ça peut être mis à la consommation du consommateur burkinabé, ou bien ça peut être nuisible à l'environnement et à la santé du consommateur. Donc du coup, si ça ce n'est pas fait, on refuse, l'État ne veut pas s'attacher, ou bien les responsables concernés ne veulent pas s'attacher les services de notre société, parce que ça va réduire un business juteux qui passe à côté du trésor public, ou bien qui passe à côté des caisses de l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne pouvons pas... Il ne faut pas. Alors, moi, je veux savoir quel danger représente un ordinateur ou un climatiseur du second, mais comme on l'aime à les appeler à Ouagadougou, payer dans ces parties, payer ça, c'est pas pour aller récupérer le matériel, le métal précieux contenu là-dedans, mais c'est pour utiliser à la maison. C'est quoi le danger? Quel est le danger pour le citoyen qui l'utilise? Le danger, j'ai parlé tout de suite de produits impropres à la consommation. Quand vous achetez quelque chose, c'est pour satisfaire un besoin. Vous achetez un ordinateur dont vous... Mais le climatiseur est tout, il rafraîchit, l'ordinateur il s'allume, il fait 16. C'est un danger supposé ou un danger? C'est un danger supposé ou avéré? Le danger, vous voyez, en matière d'environnement, le danger est supposé ou bien le danger est on prévoit en fait le danger. On ne laisse pas arriver le danger avant de chercher à résoudre le problème. En matière, en tout cas, selon le principe de précaution et le principe de prévention qui ont été adoptés en 2014 dans la loi de la sur le développement durable, on ne doit pas attendre qu'un risque se réalise avant de commencer à prendre des dispositions. Et les Européens sont plus adaptés, les Américains sont plus adaptés par rapport à ça. Pas ma question. J'ai expliqué, moi, je vais terminer pour que vous puissiez avoir la réponse. Quand vous avez... Je prends un exemple banal. L'État achète un ordinateur pour un de ses fonctionnaires. Ce fonctionnaire n'est plus capable d'utiliser l'ordinateur parce qu'il ne satisfait plus, il ne fonctionne plus correctement. À partir du moment où cet ordinateur ne fonctionne plus correctement et qu'il est mis à l'écart, il est mis au rebut, il constitue un déchet selon la réglementation en vigueur. Parce là, on est d'accord. Mais c'est de ça que je parle. Maintenant, si quelqu'un vous vend ça, c'est pour que vous alliez le démanteler ou bien pour faire autre chose ou bien pour risquer de polluer l'environnement. Parce que vous n'avez pas. C'est aussi valable que les motos que les commissariats aussi vendent? Parce que hier, par exemple, on a procédé à une vente aux enchères. Justement, en fait, il y a un certain nombre de choses, cet amalgame-là que nous essayons de clarifier pour que les gens arrêtent en fait de commettre des erreurs. Ça veut dire les saisies opérées par l'administration dans le cadre de l'exercice des fonctions des différents compartiments de l'administration là. Et les objets qui sont désuets ou bien qui sont hors d'usage ou bien qui sont entassés parce que ne pouvant plus satisfaire le besoin pour lequel ils ont été conçus ou bien ils ont été achetés, ça fait deux choses différentes. Et l'un dans l'autre, il y a parfois des mélanges. Donc on mélange tout et on vend tout. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, par exemple, si vous saisissez une moto dans une entreprise tout de suite, c'est une moto neuve. Vous avez saisi la moto. C'est un bien qu'on peut mettre à la consommation. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui permet de vous dire que ce bien-là, c'est un bien qui est propre à la consommation, mais qui est impropre à la consommation? Il vous faut une expertise. Et là, je rejoins le juge VA pour que, avant de procéder à ces ventes-là, qu'on vende ce qui est réellement. Parce que quand vous avez une entreprise, quand vous acquérez un équipement, la plupart du temps, je prends la plupart du temps, vous mettez en marche dans votre comptabilité ce qu'on appelle le système d'amortissement. Dégressif ou bien constant, et vous créez une provision pour remplacer l'équipement lorsqu'il sera plus en mesure de vous permettre de continuer votre production. Et en ça, il y a déjà même des facilités fiscales qui permettent de réduire le bénéfice imposable à l'assiette fiscale-là pour constituer cette provision. Donc du coup, quand vous avez la possibilité de mettre de l'argent de côté, l'État vous permet de mettre de l'argent de côté pour renouveler vos moyens de production et que ce moyen de production-là n'est plus en mesure de vous permettre de produire pour ne pas arrêter l'activité fiscale, vous-même vous prenez encore ce moyen de production-là qui est devenu un déchet et qui doit être éliminé conformément à la loi ou bien valorisé conformément à la loi pour le vendre. Ça veut dire que vous créez un circuit économique parallèle qui est hors comptabilité. Ça veut dire que l'objet déclassé là, vous le vendez et en général ce sont les dirigeants sociaux des entreprises là qui font ces affaires là alors que les actionnaires ne sont même pas au courant de ce qu'ils font. Donc les dirigeants sociaux des sociétés là procèdent à un certain nombre de ventes comme ces directeurs de l'administration là procèdent à des choses alors qu'ils ne reçoivent pas dans les chiffres de la comptabilité parce que c'est des objets déclassés. D'accord. Donc je vais peut-être finir avec la question du juge Bougouma. Une fois que vous acquérez un matériel ou bien un équipement, vous l'acquérez dans l'intention de le consommer, de l'utiliser. Parce que, vous voyez, c'est simple. Vous avez besoin de quelque chose pour le travail ou bien pour votre service et vous l'acquérez. Mais à partir du moment où vous l'avez consommé, de sorte que c'est comme une orange que vous avez fini de presser le jus et maintenant il vous reste la carcasse. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous mettez ça à la poubelle. Mais en matière de déchets, d'équipements électriques et électroniques, on ne met pas ça dans n'importe quelle poubelle. Et
c'est pour ça que nous sommes là en tant que des avant-gardistes, pour qu'on ne jette pas ça n'importe comment, que n'importe qui ne vienne pas s'accaparer de ça n'importe comment, parce qu'on peut retirer de l'argent. Et je vais vous donner un exemple. Si vous prenez les espaces vides de Ouagadougou, ou bien les coins où vous avez un petit espace où les gens peuvent faire des choses sans se faire voir, vous allez trouver des carcasses d'équipements ou de ces déchets-là. Dans ces espaces-là, ça veut dire les parties qui ont moins de valeur ajoutée là demeurent dans l'environnement, polluent l'environnement parce que apparemment souvent c'est le plus toxique, et les parties qui ont la valeur ajoutée rentrent dans un circuit économique informel qui ne profite pas à l'État. D'accord. Alors, voilà. Docteur Ouedraogo, vous avez longuement parlé. Voilà. Il nous reste moins de 5 minutes à passer ensemble. On va permettre au juge quand même de dire ce qu'il pense de cette affaire, parce que bientôt nous allons saisir aussi la DGIE pour répondre à cette problématique soulevée. Geoffroy. D'accord. On a voulu d'abord beaucoup de pédagogie pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et puis, s'agissant de cette direction, comment je finis d'écouter Dr Ferdinand Ouedraogo, c'est qu'à la réalité, il y a beaucoup d'insuffisances. C'est-à-dire le tout n'est pas par après de vendre du matériel, mais si dans la fonction, c'est aussi d'essayer de mettre ce qui peut l'être à niveau. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a aussi du travail déjà à faire. Maintenant, je suis d'accord que pour ce qui ne peut pas être sauvé, si ça doit être vendu, il faut être très prudent pour que cela se fasse dans les règles de l'art et respecte un certain nombre de règles que nous avons déjà. Maintenant, moi je dis aussi qu'il faut écouter, pour moi c'est comme ça aussi les autres parties, pour se faire la meilleure idée qui soit. Maintenant moi je ne peux pas terminer sans poser une question pour laquelle je veux qu'il soit bref. Pour ce qui est par exemple de la chambre de commerce, pour certains, oui, Ferdinand, lorsqu'il pose le problème, c'est après qu'on lui ait refusé la question de gestion des déchets là-bas parce qu'il s'y serait présenté. Aujourd'hui, pour la question de la DGIE, là-bas, on trouve qu'il y a encore de la matière et son expertise pourrait forcément servir, mais pour interpeller et forcer, on va encore vous assigner en justice. Et pour certains, ça devient votre process. Qu'est-ce que vous répondez peut-être à vos profondeurs? Non, mais c'est très simple. Nous voulons simplement que la loi soit appliquée. Tout de suite, vous parlez des syndicats. Il n'y a pas d'application de la parole donnée, il n'y a pas d'application des lois. Mais un régime comme ça ne peut pas marcher. Nous voulons simplement, nous n'avons aucun grief vis-à-vis de qui que ce soit. Parce qu'en tant qu'individu, personnellement, je n'ai pas de relation ou bien de grief vis-à-vis de qui que ce soit. Et en tant que représentant d'une société qui a pour mission, mais comme objet social, de résoudre ces problèmes-là, nous ne pouvons pas avoir de problème avec les personnes à qui nous voulons rendre ces services, notamment l'État. Mais maintenant, si l'État, parce que ce n'est pas nous qui avons mis cette loi en vigueur, la loi oblige, toute personne est tenue, c'est une obligation légale qui a été adoptée par les députés, c'est pas nous. Nous venons simplement nous asseoir sur ce que la loi dit pour travailler. Maintenant on dit notre société ne travaille pas. Et je vais vous donner un bon exemple. Donc malheureusement on ne pourra pas. Non, succinctement, je vous donne un exemple en matière de déchets. Quand vous parlez que la DGIE vend, voilà un exemple très simple. Ça c'est le procès verbal d'une vente aux enchères de 2017. Et ici vous avez voiture ferraille. Je ne sais pas, quand vous dites qu'on vend du matériel, soyons précis, concis et clairs. Voiture ferraille, ça est là, ça fait 1000 francs. Comprenez? Voici le prix 1000 francs. Je vais vous laisser tout, vous allez lire pour mieux vous enquérir. Nous ne travaillons pas au hasard. Nous sommes des spécialistes de la question et nous savons que nous ne pouvons pas attirer quelqu'un en justice sans avoir les éléments, en tout cas des preuves nécessaires au succès de nos prétentions. Soyez rassurés, nous avons de l'intérêt pour la question et nous allons certainement creuser pour mieux comprendre. Voilà. Et nous allons inviter effectivement les autres parties à pouvoir s'exprimer à travers cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci à vous déjà d'être passés. Voilà. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Espérons vous retrouver demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Merci.